Nous sommes des élèves de l'école Maréchal Joffre du Havre. On est en CM1. Notre école se trouve dans le quartier du tunnel Génère. Vous êtes déjà passé dans ce tunnel ? Vous ne savez peut-être pas qu'il a une histoire. Nous non plus, nous ne le savions pas. Pourtant, nous passons devant tous les jours. Certains même l'empruntent quotidiennement. Alors, on a décidé d'enquêter. C'est une grande histoire que nous avons découverte. Une histoire tragique et émouvante. Entre 1911 et 1921, la population havraise passe de 136 000 à 163 000. Il n'y a plus assez de place en ville basse. On envisage alors de construire un tunnel reliant la ville haute à la ville basse. En 1941, le maire du Havre et l'ingénieur en chef des travaux décident d'orienter le tunnel à 2 galeries, une qui descend et une qui monte. Au tout début, ce tunnel devait servir d'abri pour la population du Havre, mais il pensait faire aussi un tunnel routier quand la guerre serait finie. En juin 1942, le chantier commence. 120 ouvriers travaillent sur le chantier en 1943 et 1944. 5 ou 6 mineurs de Lens sont aussi embauchés pour creuser cette falaise de craie, de silex et d'argile. Les galeries sont étroites, juste 2 mètres sur 2. Et leurs plafonds sont soutenus par des étais de bois. Les débris des travaux sont évacués dans des wagonnets et récupérés à la surface par les entreprises. Le 29 mars 1943, le tunnel Est est fini d'être percé avec beaucoup de précision. Il peut alors recevoir jusqu'à 6000 personnes, chiffre largement dépassé pendant les bombardements en septembre 1944, comme nous l'explique Madame Sautreuil, qui avec toute sa famille avait pris l'habitude de s'y réfugier quand les sirènes retentissaient dans la ville. L'après-midi du 6 septembre 1944, je suis montée au haut de la rue Général Orwell pour voir ce qui se passait sur la ville bombardée la veille. Il y avait des flammes, c'était vraiment terrible. J'étais avec un voisin, nous sommes revenus et en effet, le bombardement est arrivé. Mon père avait fait une tranchée dans le jardin dès 1940. Et c'est là que nous avons passé le bombardement du 6 septembre. Nous étions 7 dans la tranchée, mais à la fin du bombardement, je crois qu'on aurait pu y être à 10 ou 12, tellement on se resserrait dans le fond. Mon père a d'ailleurs dit « Je préférais être à Verdun. Au moins, je savais d'où ça venait. » Et quand ça a été terminé, la maison que nous habitions n'avait plus de toit ni de fenêtre. Et nous sommes dit « Nous allons aller au tunnel. » Et là, nous avons vécu 5 jours dans le tunnel. Il faut bien savoir que le tunnel, c'était pas le tunnel d'aujourd'hui, hein. C'était 2 mètres de large et 2 mètres de haut, avec des wagonnets, des rails. Et la place que nous avions trouvée, c'était dans la partie descendante aujourd'hui, là où il y avait de l'eau qui coulait et il avait été installé par ceux qui travaillaient dans le tunnel avant, une toile. Et c'est sous cette toile que nous étions assis. Et de temps en temps, on donnait un coup de poing. On disait « attention » pour que l'eau s'en aille. Et puis l'eau revenait et ainsi de suite. Mais les Allemands interdisent le creusement de la galerie ouest et en condamnent l'accès par un panneau de bois. Hélas, cette mise en garde ne suffit pas. Le 6 septembre 1944, une multitude de bombes s'abat sur la ville. Les habitants, affolés, cherchent à tout prix un lieu sûr. Ce jour-là, ma grand-mère, voyant les bombes phosphorescentes tomber, a eu peur, a pris son sac et est partie. Ma mère m'a pris et est partie. Mon père, ma tante, mon oncle, mes cousins, tout le monde a suivi. On a tous été au tunnel Génère. Et là, pour entrer, c'était pas évident. Et donc, voyant que personne ne voulait faire d'efforts pour qu'on rentre dans le tunnel, les hommes qui restaient, les quelques hommes, parce qu'il n'y en avait pas, quand même pas des stocks, mais il y en avait quand même, qui ont arraché les planches et on est rentré dans le tunnel interdit. C'était des poutrelles, vous savez, c'était comme dans une mine de charbon. On avait de la lumière par une benne poubelle qui était à l'entrée. C'était infernal, mais sous le tunnel, on se croyait vraiment dans un abri sans crainte.
Monsieur Pontevici, qui est alors ingénieur du service de la voirie, a été désigné pour s'occuper des abris de défense passive. Chaque fois qu'il y avait des bombardements, c'était peut-être 10 000 personnes qui cherchaient à pénétrer dans le tunnel. C'était une folie douce, une folie terrible, pénible également. Alors à la partie sud, du côté du Carmel, des gens venaient également monter de la partie basse de la ville, montaient, et j'avais transformé un petit bureau que j'avais là en salle d'accouchement, puisque des enfants ont été accouchés dans cette partie-là. En fait, nous étions terrorisés. Hein. C'est le terme exact. La façon de bombarder, c'était la façon à l'époque qui était pratiquée par les Britanniques, aussi bien sur les villes allemandes que sur les villes françaises. On appelait ça la méthode du tapis de bombe. C'est-à-dire que quand un Lancaster larguait ses bombes, on pouvait les compter. Il y avait 18 à 20 bombes qui tombaient sur le sol. Et quand on pense qu'il y avait des vagues de 50 à 60 avions qui venaient, quand une vague repartait vers l'Angleterre, il y en a une autre vague qui arrivait. C'était pendant 2 heures sans arrêt. Et si vous multipliez 20 bombes par le nombre d'avions qui a bombardé, on arrive à des milliers de bombes qui sont tombées. Alors c'était des bombes explosives et des bombes incendiaires. Alors ça participait à détruire totalement une ville, à terroriser les gens en même temps. Mais là, j'ai vu arriver 48 bombardiers. Je les ai comptés. C'était 6 fois 8. 48. Et tout d'un coup, j'ai vu sous un des premiers avions des bombes. J'en ai compté 20. Et je me suis dit, mais si les 48 avions ont 20 bombes, qu'est-ce que ça va faire sur la ville? Bon, ça, c'est une image que je n'oublierai jamais. Mais il faut dire la panique, la terreur, quand on a vu ces bombes, parce qu'on savait que ça apportait la mort, et on disait, on va mourir. Et moi, j'étais assise sur le banc dans la cave, et c'était opaque, il y avait tellement de poussière, hein, on respirait à peine, et j'ai cru que j'étais morte. J'ai cru, et je me suis dit, mais c'est facile de mourir. Et puis on nous a rappelé, quelqu'un nous a appelés quelques instants après, et j'ai dit, ah, je suis pas morte. Et c'était un regret, parce que ça paraissait si facile, comme quoi au moment ultime, eh bien, c'est tout simple. Curieux. Eh oui. La ville a été en partie rasée le 5 septembre et nombreuses sont les familles qui courent vers le tunnel en se demandant où les Britanniques vont cette fois frapper. Très vite, les galeries sont pleines à craquer. Les gens se précipitent sur le moindre petit espace. On s'installe sur le sol, sur un tapis, sur un sac, avec tout ce qu'on a réussi à emporter. Certains sont là depuis des semaines. Ils sont venus avec leurs meubles et parfois, le partage de l'espace est compliqué. Les bousculades et les disputes sont très courantes. Quand vous êtes enfermé dans un tunnel pendant 5 jours et nuit, on était atteint de claustrophobie. Et on n'arrivait pas à dormir. On n'avait pas la notion du temps non plus. Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas une montre bracelet comme moi j'ai aujourd'hui. Hein. Et on ne sortait que quand il y avait des problèmes d'aération. Parce que à l'intérieur du tunnel, il y avait des odeurs très désagréables, nauséabondes. Il y avait un manque d'hygiène. Pendant 5 jours, on ne faisait pas de la toilette. Il n'y avait pas la possibilité. Il n'y avait pas d'éclairage. Les enfants étaient dans l'obligation de quitter la ville, mais les personnes qui avaient des enfants en bas âge restaient quand même à la maison. Donc il y avait aussi des mamans avec des bébés. Donc c'était vraiment des positions qui étaient difficiles. En fin d'après-midi, désespérés, quelques personnes forcent l'entrée de la galerie bouchée. Plus de 300 personnes s'engouffrent dans le cul-de-sac. C'est à ce moment qu'une bombe tombe à l'entrée. Le seuil s'effondre, écrasant ceux qui se trouvent près de cette entrée. Les autres, piégés, meurent d'asphyxie. Monsieur Pontevici et quelques hommes tentent désespérément de sauver les malheureux encore bloqués sous le tunnel. Toutes les lumières dans les souterrains se sont éteintes brutalement et les gens se précipitaient pour dire quelque chose qui est tombé à la tête nord. Et c'est dans la fin de l'après-midi, vers 4 heures,
que le bombardement est arrivé de 4 à 6 heures à peu près. Il faisait grand soleil. Hein. De 6 à 8. De 4 à 6. Non. Là, vous faites une erreur. Hein. 6 à 8. C'est une erreur parce que la dernière bombe qui est tombée sur le tunnel, elle est tombée à 8 heures. Pile. Et c'était la dernière bombe, D'accord. Ouais, et j'avais commencé vers 5h30. Et ça, je me rappelle. Moi aussi. Moi aussi, hein. Bah oui, moi aussi. Je suis rentrée j'étais haut du... Tous ces témoins sont venus partager avec nous leur histoire tragique. Pourtant, ces images nous montrent bien que l'histoire peut être différente pour chacun. À 20h, il était 20h, je crois, oui, il était 20, oui, c'était ça, 20h. Une des dernières bombes, parce qu'on n'en a pas entendu d'autres après, a tombé et a bouché l'entrée. Et là, au bout d'un moment, on ne pouvait plus allumer de bougie. La lumière s'est éteinte, donc on était complètement dans le noir. On était complètement dans la boue, vous voyez, c'était vraiment un marécage, c'était vraiment une honte. Tout était effondré. Mon père Malé, qui était le surveillant, était couvert de terre, de gîte, de silex. Mon surveillant de travaux avait disparu, M. Mutel, et il y avait des personnes, beaucoup de personnes, qui étaient enfermées à la tête nord de la galerie ouest. C'était affreux comme spectacle, quoi. On est resté là-dessous 14 heures, hein, sans air. Pendant ces 14 heures-là, il y a eu des gens qui se sont battus, ça c'est vrai. Il y a des gens qui se déshabillaient, croyant pouvoir mieux respirer, donc tout le monde te met. Et à une certaine heure, peut-être 3 heures avant qu'on se sauve, à peu près, je ne sais plus exactement, et mon père m'a dit qu'il se sentait mal, et donc mon père est mort dans mes bras. Et, bon, le temps a passé. Ma mère me causait encore 1 heure avant d'être libérée, enfin d'être sauvée de là-dedans. Ma mère me parlait encore. Et à un moment, on ne pouvait plus respirer, puisque j'avais le sang qui sortait par le nez, la bouche, les oreilles. Donc c'était, disons, la fin, jusqu'à un moment où j'ai eu l'idée, c'est pour ça que j'entêtais à la dame, que le tunnel n'était pas fini, parce que là, il y avait un petit wagonnet, avec un percement. Et je me suis glissé dessous. Alors là, on a, avec mes 5 gars de service, des mineurs du Nord, et on réussit à faire sauter les pales blanches de manière à pouvoir pénétrer à l'intérieur. Je suis rentré et j'ai tout fait, j'ai fait demi-tour et on a compris que la grande catastrophe était arrivée. Et là, on n'a pu sauver que 7 personnes et tous les autres étaient morts étouffés. Et tout d'un coup, j'ai entendu les gens qui venaient sauver les gens, et puis j'ai entendu je crois que c'était des pompiers ou des fois, je ne sais pas exactement, ça je ne peux pas dire, qui ont dit, bon, on ne va pas plus loin, c'est pas la peine, il n'y a plus de survivants. Et c'est là que moi, entendant ça, j'ai crié en disant que... Alors donc ils se sont dit, ça y est, il y a encore quelqu'un qui est vivant, donc ils sont venus, et j'étais le seul. Donc ils m'ont sauvé, ils m'ont attaché sur la civière, parce que, paraît-il, je me débattais, parce que je voulais que ma mère vienne avec moi. Et on m'a reconduit jusqu'à l'entrée, et là on nous a montré par un trou de 8 mètres. Il faut dire aussi qu'il y a eu 9 rescapés, mais les 2 premiers sont morts au contact de l'air. Parce qu'on les a remontés trop vite. Et moi, je suis le dernier rescapé du tunnel Génère. Mais bon, la mort ne voulait pas de moi. Alors, on ne veut pas encore, vous voyez, puisque je suis encore là. J'espère que ça va durer encore un moment. Et le 11 septembre, après la visite des 2 Canadiens, qui ont trouvé qu'on ne les avait pas accueillis avec assez de chaleur, nous sommes rentrés dans notre maison qui était tout à côté. Bien sûr, il n'y avait plus de toit, il y avait pas. Enfin, on avait quand même un rez-de-chaussée où on pouvait, il pleuvait pas, où on pouvait se mettre. Et le soir même, je pouvais compter 53 personnes que je connaissais qui avaient été tuées pendant ce bombardement. Non pas seulement au tunnel,
mais dans les voisins, et des familles de 5, deux familles de 5. Et pendant ces 5 jours, on nous a distribué un sucre et de biscuits. Exact. C'est tout. Sans ça, on n'a jamais rien eu. Aujourd'hui, je pense encore à tout le temps passer dans le tunnel. Mais je dois dire quand même une chose, que ce tunnel-là, ça n'aurait jamais dû arriver. Si les gens de l'autre tunnel avaient fait quand même un effort pour se déplacer un peu. Mais les gens étaient dans ce tunnel-là, ils étaient depuis des journées, des semaines. C'était des habitués. Des habitués. Et personne ne voulait se pousser. Mais si les gens s'étaient poussés, je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu tous ces morts. Alors après une telle tragédie, on a eu au titre de la défense passive, on a eu des crédits pour redémarrer le travail. Et alors après, il y a eu le problème de raccordement jusqu'au rond-point, parce que ce tunnel a 38 mm de pente par mètre, il fait 680 mètres de longueur lorsque nous l'avons construit. Alors on s'avait retrouvé dans les archives un projet où le franchissement de la côte se faisait perpendiculairement. Il faisait que 420 mètres de longueur, mais il aboutissait au pied de la rue du Fort. Et là, on s'est rendu compte que c'était maladroit. Il était préférable de le faire dans le prolongement du cours de la République, qui constitue un axe de circulation très important entre le rond-point et la gare. Et c'est là qu'on a pris cette orientation-là et qui sert maintenant de projet pour le tramway de la ville du Havre. Mais comment survivre à une telle épreuve? Comment reprendre le cours normal de la vie avec une telle douleur? Pourtant, ces témoins continuent leur route chaque jour. Et nous, petits Havrais, pourquoi ne connaissions-nous pas cette histoire? Pourquoi ne nous avait-on jamais parlé de ce drame? Maintenant que nous savons, que vous savez, tâchons de ne pas oublier. Le seul souhait que je fais, c'est que vous n'ayez jamais à connaître tout ce qu'on vous a raconté. Que vous n'ayez pas à le vivre.